Écoutez bien ce que dit l'ancien directeur de la CET, Ayao Amoussou Peto, c'est son nom. Ayao Amoussou Peto. Écoutez bien ce qu'il dit, hein. J'ai toujours dit que la CET, la Société d'électricité du Togo, qui a le monopole de la distribution d'électricité sur tout le territoire, a les moyens de donner l'accès à toute la population sans exception à un prix abordable et peut même baisser les tarifs actuels au lieu de les augmenter. Quel dommage. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Est-ce que vous comprenez? Il dit que la CET a les moyens de donner l'accès à toute la population sans exception à un prix abordable et peut même baisser, le verbe baisser les tarifs actuels au lieu de les augmenter. Quel dommage. Explication. Mais augmenter les tarifs, comme j'en vois les annonces, est une hérésie de gestion. J'ai eu à travailler 4 ans à la société comme DGA. Ce que j'ai vu et appris de cette société stratégique est ahurissant en matière de gestion. D'abord, il y a une loi qui donne la gratuité de l'électricité aux ministres et assimilés. Les gars, est-ce que vous notez, mais il a commenté, notez point clair, il nous dit quoi? Il y a une loi. D'abord, il y a une loi qui donne la gratuité de l'électricité aux ministres et assimilés. Donc, ça veut dire que les 35 ministres et machins là, tous les ministres et leurs assimilés, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans assimilés, leur directeur de cabinet, machin. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, directeur de cabinet, machin, tout ça là, tout le tout team là ont accès à l'électricité gratuitement. On a accès à l'électricité gratuitement. On continue la lecture. Cette loi précise bien que 6 mois après la cessation de fonction de ministre et assimilé, la gratuité de l'électricité cesse. Mais quelle est la réalité? Ces gens-là ont la gratuité de l'électricité à vie. Lorsqu'au passage, un seul individu a été directeur général de la CET, ministre des Mines et de l'Énergie, puis directeur général de l'Autorité de régulation des mines et de l'énergie, tout est gâté. Le personnel est vautré dans son fauteuil douillet et continue de gérer comme au siècle dernier. Comme au siècle dernier. Si je ne me trompe pas, je suis arrêté là, non? La suite, au siècle dernier. Tout est gâté, que c'est quand même incroyable. Hein? Oui. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tout est gâté. C'est que la réalité même, c'est que même quand la personne n'est plus ministre, il continue à bénéficier de l'électricité à vie. C'est ce qu'il nous dit. Tout est gâté. Le personnel est vautré dans son fauteuil douillet et continue de gérer comme au siècle dernier. Aucune initiative, aucune réflexion pour changer la manière de faire et de travailler pour améliorer les performances de la société. On se contente de son salaire et des avantages conférés par le ministre de DG. Tous les 4 ans, tous les directeurs ont droit à un nouveau véhicule personnel acheté par la société sous forme de prêt à chaque directeur. Mais les indemnités de ces véhicules personnels payés par la société dépassent de loin ce que chaque directeur rembourse mensuellement au titre du prêt à lui accorder par la CET. Putain. Le carburant et l'assurance sont pris en charge par la CET. Ah bon? Autre amnésie de gestion. Les centrales isolées, c'est-à-dire les zones non raccordées au réseau national que l'État doit électrifier par un groupe électrogène,
C'est la responsabilité de la direction de l'énergie. Mais la direction de l'énergie a cédé cette responsabilité à la société qui doit acheter, alimenter en carburant les groupes et les entretenir moyennant remboursement de toutes les charges par la direction de l'énergie. Il y en a de même pour l'éclairage public. Putain, on est dans quel pays? Mais savez-vous que jusqu'à ce que j'arrive à la société de 2012, j'arrive à la société de 2012, alors attendez, il y a eu une coupure là. Pourquoi ça coupe comme ça? Alors, voilà. Mais savez-vous que jusqu'à ce que j'arrive à la société de 2012 à 2015, la société achetait le gasoil pour alimenter ses centrales isolées à la pompe au prix commercial des sociétés d'essence, alors que c'est l'État qui importe le carburant pour les sociétés d'essence. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi cette connerie-là? Allez-y comprendre quelque chose où j'ai fait changer cette hérésie de gestion. Depuis 2012, la société s'alimente en ses besoins de carburant comme les sociétés d'essence en donnant ses besoins à l'État qui importe le carburant au Togo au même titre que les sociétés d'essence. Et la société a investi dans de gros tanks à cet effet. Donc aujourd'hui, la société ne paie plus les marges commerciales aux sociétés d'essence. Imaginez les gains pour la société depuis 2012. Quand je dis que le personnel est assis dans son fauteuil douillet, sans initiative, sans allumer le réfléchir, comme dirait l'autre, c'est bien vrai. Quand la matière première de la société, c'est le pétrole, le personnel, surtout la direction, ne doit pas être insensible aux variations des cours de pétrole sur le marché international. Le prix du baril de Brent, qui avoisinait $109 au premier semestre 2014 et qui était descendu aux alentours de 80 dollars en novembre, a ainsi plongé à environ 55 dollars en fin d'année, puis jusqu'à 45 mi-janvier 2015. Qui a réagi à la société? Oui, même si le coût du pétrole baisse, il faut avoir de la trésorerie pour acheter une grande quantité et faire des économies après. Mais à l'époque, nous avons eu le représentant de la Banque islamique de développement, BID, pour un financement de nos matériels. Et j'en ai profité pour lui demander de nous aider à acheter le HFO, le carburant pour alimenter la centrale de contour global. Il m'a fait parvenir les formulaires de demande et avec le ministère des Finances, nous avons pu obtenir rapidement un prêt de 3,5% l'an pour acheter suffisamment de HFO pour au moins 9 mois de fonctionnement de contour global. Voilà ce que j'appelle initiative et réflexion pour améliorer la gestion de la société. De même, j'ai fait déplacer tous les transferts en dollars des banques commerciales vers les guichets de la BCAO où nous ne payons que les frais de FAS ou SWIFT. Maintenant, je crois ça faisait 5000 francs CFA. Alors que dans les banques commerciales où ces factures font minimum 2 millions de dollars, nous, 2 millions de dollars américains, nous pouvons d'abord, nous payons d'abord une commission. Nous payons d'abord une commission hors UEMOA de 0,25% sur l'équivalent franc CFA du montant de la facture en dollars. Les commissions de transfert pour la banque de 0,125% et une commission de change astronomique que je qualifie toujours d'incolore et d'inodore. Pour une facture de montant de 2 millions de dollars, par exemple, ça peut aller jusqu'à 30 millions de francs CFA de commission de change pour la société selon les banques commerciales de la place. Mais les Camerounais, leur gaspillage, il n'est Pause. Comment ils arrivent à faire autant de gaspillage? Je ne comprends pas. Franchement, là, c'est du n'importe quoi. Là, c'est outrageant, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment de la mauvaise gestion, en fait. Yo.
C'est-à-dire, tu imagines, pour une facture de 2 millions de dollars, par exemple, nous pouvons payer jusqu'à 30 millions de francs CFA de commission de change. C'est de la bêtise. C'est-à-dire que c'est des gens, déjà, si le change nous coûte aussi cher, pourquoi est-ce que quand le pétrole baisse, le cours du pétrole baisse, pourquoi on n'anticipe pas pour acheter au maximum, mettre en réserve pour ne pas avoir à supporter des coûts de change plus tard? Pourquoi on ne le fait pas? Donc il y a des gens dans cette CET-là qui se disent gestionnaires, contrôleurs de gestion, économistes et tout ça, qui ne savent même pas profiter de la baisse du cours du pétrole à l'international. Ils ne savent pas réfléchir. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Hein? « 30 millions de francs de dollars, ça fait combien? 30 millions de dollars, ça fait combien? En commentaire, faites le calcul. 30 millions de dollars, ça fait combien de francs CFA? Calcul en commentaire. Non, 2 millions de dollars, pardon, 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, ça fait 1 million 400. 1 milliard 400 de francs CFA. À peu près 1 milliard 400 de francs CFA. 2 millions de dollars. Ou bien ça fait 150. Non, 2 millions de dollars. Et les gars, calculez-moi en bas. 2 millions de dollars, ça fait combien en CFA? Ferdinand, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter là? Ça fait 1,3 milliard. C'est grave ce qu'on est en train de lire. 1,3 milliard. Donc, à chaque fois qu'on paie 1,3 milliard de pétrole, en plus de tous les frais et tout de transport et tout qu'on doit payer, on doit en plus payer 30 millions de francs CFA rien qu'en commission de change. Et avec ça, on ne pense même pas à anticiper les coûts, à anticiper l'achat du pétrole. C'est-à-dire que quand le pétrole baisse, d'en acheter suffisamment et mettre en réserve pour ne pas avoir à supporter ces coûts de change là plus tard. On n'arrive même pas à faire ça. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Hein. C'est-à-dire qu'on a des gestionnaires économiques, on a des économistes impotents, des économistes castrés à la tête de la CET. Des gens qui sont là, mais qui réfléchissent avec leurs pieds. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je comprends maintenant que pour qu'ils viennent là et qu'ils fassent, lui, sa reddition de comptes. Moi, je pense qu'il veut, après tout ce qu'on leur fait subir là comme possible. C'est incroyable. Là, on ne parle même pas encore des frais annexes quand tu achètes le pétrole, tout ce que tu vas payer dans le transport, dans le conseil, dans tout ce que tu vas... Non, on ne parle même pas encore de ça. Hein. On parle juste du fait que tu vas prendre de l'argent, que tu vas changer en dollars, le montant que tu perds en faisant rien que le changement, la conversion en dollars, on perd 30 millions chaque fois qu'on paie. Hein, on paie une facture de 2 millions de dollars, on perd systématiquement, machinalement, mécaniquement, 30 millions de francs CFA en commission de change. Et ça veut dire qu'on n'est même pas capable de profiter de la baisse du cours du pétrole pour rapidement aller acheter assez de pétrole et mettre en réserve. On n'est même pas capable de profiter de la baisse du dollar également pour rapidement en profiter, aller chercher, aller faire le plein de pétrole pour pouvoir éviter à l'avenir de devoir subir des taux d'échange comme ça, fluctuants. On a qui à la tête de ces organismes-là? Qui est-ce qui gère ces organismes-là? Comment est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils réfléchissent? Si vous n'êtes même pas capable de gérer ça, qu'est-ce que vous foutez là-bas? Monsieur Ayaou, on ne va pas vous fustiger parce que, monsieur Ayaou Amoussoupeto, on ne va pas vous fustiger parce que vous êtes celui qui avait le courage de sortir ces informations-là. Mais nous, on savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas
à la CET depuis longtemps. Les rapports ITIE nous l'ont dit que c'est une entreprise qui est endettée, surendettée. On savait qu'il y a quelque chose qui clochait depuis, mais on ne savait juste pas comment. Mais aujourd'hui, vous venez nous apprendre, vous venez nous lever le voile sur les dysfonctionnements micro qui se passent à l'intérieur de la CET. Et on vous salue pour ça. On salue votre courage. Au même titre que le courage de Madame Nyakade, on salue votre courage. Mais admettez quand même que c'est des énormités pas possibles. Comment est-ce qu'un pays peut fonctionner comme ça? Et dans le même temps, on donne des voitures personnelles tous les 4 ans au directeur. D'accord? Et on ne leur fait même pas payer la totalité de l'argent, du prix de la voiture. On leur fait cadeau de l'électricité toute leur vie. Mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de foncièrement mauvais, de quelque chose de très pourri à la tête de la CET, quoi. La tête là-bas, la tête de la CET est vraiment pourrie. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Mila, ouais, si tu veux continuer, je m'arrête là. Je termine la lecture. Parce que là, ça m'a choqué. Oui. Pas possible. Et ce n'est pas tout, hein, Ditri. Installe-toi, prends un verre d'eau. Et ça reste, on va venir. Après ça, il reste les points qui fâchent. Pardon. Laissez les agents de la CET faire librement leur contrôle de fraude au compteur. Je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux et véreux et peu de foi, font perdre à la CET chaque année 20 milliards de francs CFA. C'était mon évaluation de 2013. 2013, chaque année, 20 milliards. On est en 2025. Vous même continuez à faire le calcul. La CET. Attends, Mila, ouais. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Attends là, j'allais tenter là. Tenter là. Mais ça, c'est criminel. Mais c'est criminel. C'est criminel. Pendant qu'on tape sur le Togolais lambda avec des factures énormes, on lui demande de payer des factures alors qu'il n'a pas l'électricité H24 et qu'il n'a pas l'électricité tout le temps, on lui demande de payer des factures. On nous dit que la CET fait perdre plus de 20 milliards de CFA par an à cause de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance. Plus de 20 milliards de francs CFA par an au Togolais. Mais merde! Monsieur Yaoukbeto, c'est grave, hein? Mila, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 milliards? Sincèrement. Déjà, on sait qu'une université, ça coûte combien? Bien une université, c'est 120 milliards. 120 milliards. Un hôpital de référence. Un hôpital, c'est 45 milliards. 45 milliards. 20 millions, on peut construire des CMS de qualité moderne dans nos communes, tu vois. Dans nos communes. D'accord? C'est ça. Avec 20 milliards, on peut acheter des tracteurs pour nos agriculteurs. Tu vois? Avec 20 milliards, on peut acheter des bateaux là, des petits bateaux là, pour nos pêcheurs. On va les aider à faire la concurrence avec les Japonais, tout ça là, qui sont dans nos océans. C'est-à-dire qu'avec 20 milliards, chaque année, hein, 20 milliards, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut faire au Togo avec toutes ces sommes-là, c'est hallucinant. C'est incroyable. Qu'on est là. Comme si, c'est-à-dire qu'on fait comme si rien n'était. Chaque fois, on a calculé, on a mis. Mais maintenant, université, on a tout université à Gako, tu n'es. On a tout hôpital à Gako, tu n'es. On a tout CMS à Gako, tu n'es. On a les tracteurs, on a les bateaux de pêche à Gako, plein air. Mais on calcule à Miakbora. Là, en gros, ils sont en train de nous dire que la CET
est en train de gaspiller chaque année. C'est-à-dire que Amédo, le CET de Founois, Voilà. ou les Finga, qui est là, qui sont notre tout. Et nous, il y a CMS là, et Djoumevio, quoi. Chaque année, on a eu quoi, et garant pour les filles, quoi. Voilà. Donc, on a Djoumevio le coup, quoi. Parce qu'on est mis tout CMS, quoi. Des vieux, à me coller, Djoumevio, coller les d'or. On me télé, il conduit, on me télé d'adonna, quoi. On l'a coué. Et il a le coup, poto, le Djouame. À un moment donné, 150 ans, pour là, beaucoup. Au retraite, on a une didiro pour beaucoup. Il conduit, on l'a bobo, on l'a appelé mercurochrome, on l'a appelé sérum, on l'a appelé seringue, appelé gants, appelé New York, quelqu'un boit d'adonnant. Vagakola sort nous et don tombe et Djoula sort don tombe mais deux on a eu quoi on sort grand par les fins les loupo à tradito yo ma ina mission yo bati te balé dagaré électricité be gadji voyez le tournament wabe chaque année on les fin 20 milliards de francs CFA depuis 2013 mais avec ma évaluation le 2013 mais chaque année on les fait 20 milliards. Donc ça fait plus de 12 ans, 20 milliards de Joe, les taux et nous, il y a CETB, les CET tombé, gommé, chaque année, 1000 les taux quoi. Dites-le, grand frère Ferdinand parmi nous. Non, c'est pas possible. Oh, Ferdinand Ouezon. Ferdinand Ouezon, grand frère Ferdinand Ouezon. Oui, bonjour. C'est quand même. Bonjour. Donc, ça, c'est succès. Et ça veut dire. Oh, bonjour, grand frère Ferdinand. Monsieur Yao, Peto, Benya, Eda, mon ami. Oui, les dodgy. Non, mais je pense que. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on écrit sur la CET. Il y a très longtemps, j'ai fait beaucoup de papiers sur la CET, beaucoup de lives sur la CET. J'ai même montré des images. Des choses qui ont été achetées, abandonnées, des tricycles qui devaient servir à faire la prestation de services. La dernière ministre qui est partie, comment elle a géré la boîte avec Gabeji, les groupes qui ont été installés à son domicile, les avantages, l'argent, les voitures et tout ça. Et le problème de la CET est très complexe. C'est très complexe. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis un peu pris, mais je voulais juste faire une première sortie et puis après partir à d'autres activités et revenir si possible. Et les responsabilités sont à situer à plusieurs niveaux. Et déjà, il faut saluer le courage de monsieur Amouzoukouito, que je connais très bien. C'est pas la première fois qu'il parle, hein. Il faut aller sur sa page Facebook pour se rendre compte qu'il parle il y a très longtemps. Ça, c'est pour répondre à des gens qui disaient que quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les a chassés. Donc, si vous parcourez sa page, vous allez constater que il dénonce, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un banquier de formation, c'est un excellent banquier. C'est pour ça qu'il donne des chiffres assez précis. C'est pour ça qu'il parle des coûts du dollar, des échanges et tout ça. Et donc, c'est quelqu'un d'une très grande rigueur. Et nous devons encourager tous ceux qui prennent la parole aujourd'hui pour parler des secteurs qu'ils maîtrisent. C'est comme ça que des informations vont sortir. Nous devons encourager. C'est pour ça que je disais qu'il fallait pas jeter la pierre à la dame qui a parlé la dernière fois. Il faut encourager plutôt les gens à briser le silence, à dire ce qu'ils ont, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont connu dans le système et ce qu'ils peuvent apporter pour éclairer la lanterne des populations. Ce que M. Amouzoukouito a dit, vous imaginez toutes les informations qu'il a sorties. Beaucoup d'informations d'ailleurs. Et quand vous analysez très bien ce qu'il dit, on retrouve le scandale des Adiakli dedans. Pour ceux qui lisent entre les lignes, parce que ceux qui commandaient le pétrole pour alimenter la société, c'est les Adiakli. Voilà, donc ça, c'est un dossier retentissant qui était tentaculaire. Et donc, on retrouve le pétrole Gates dans la commande du pétrole, parce que c'est eux qui commandent le pétrole, qui le stockent et qui le donnent à la société pour faire tourner les turbines. Donc, comment est-ce qu'il faisait les commandes de pétrole et auprès de je sais pas comment dire ça,
Fournisseur. Quel Fournisseur. fournisseur? Parce ils avaient Trafigura, ils avaient le SUS là, le SUS qui était mêlé dans leur scandale là. Pourquoi j'oublie le nom? Leur trader suisse là, il y avait le trader suisse et il y a aussi le pétrole de contrebande du Nigeria. Donc, ce qu'il dit là, c'est des choses assez profondes qui touchent beaucoup de domaines. Maintenant, demain, nous, on fera dans notre live, on va situer un peu les responsabilités, puisque j'avais annoncé 3 jours avant qu'on devait augmenter le coût de l'électricité sur ma page Facebook. Elle a été d'ailleurs attaquée cette semaine, donc suspendue, supprimée par Facebook. Donc, elle a été attaquée par les hackers du régime. Et donc, quand j'ai annoncé l'augmentation du coût de l'électricité, 3 jours après, ils l'ont fait. J'avais juste pris soin de ne pas dire le pourcentage. Je connaissais le pourcentage, c'était 12,5 autour de 13%. Et c'est énorme pour les Togolais. D'ailleurs, le fait que déjà, dans la région, le Togo, les Togolais sont ceux qui payent plus le coût de l'électricité par rapport aux pays voisins. Et donc, la situation est extrêmement grave. Pardon, Oui, grand frère. Je voudrais juste préciser que, effectivement, les hausses, dès que une hausse dépasse 10%, une hausse du prix de l'énergie à la consommation, dès que ça dépasse 10%, ça pose un problème de soutenabilité pour les ménages. Parce que exactement, c'est une exactement, dépense inévitable qu'on ne peut pas, c'est une dépense contrainte qu'on ne peut pas, comment dire, limiter. C'est-à-dire que vous pouvez, à la rigueur, vous ne pouvez pas éteindre votre frigo. Vous ne pouvez exactement. pas, voilà, vous ne pouvez pas éteindre, je ne sais pas moi, vous ne pouvez pas vivre sans lampe, vous ne pouvez pas vivre sans télé, etc. Bon, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas supprimer dans votre vie. Donc, une petite hausse de 1%, vous le ressentez directement sur votre pouvoir d'achat. Et là, à 12%, c'est quasiment rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont devoir choisir entre manger et ou avoir l'électricité. C'est ça ce que ça veut dire, la hausse de 12%. Je te Mais, laisse mais, continuer. mais ce que les gens ne perçoivent pas, c'est que ça va agir sur le coût de la production de l'eau, parce que la régie utilise l'énergie pour puiser de l'eau. Et tous les forages qui sont au Togo sont liés à l'électricité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que l'impact de cette hausse-là, c'est sur tous les domaines. Et donc, voilà, et donc, il faut situer les responsabilités. Déjà, avant même de procéder à l'annonce, il y a le ministre de l'énergie et des mines qui est allé faire un conclave avec les députés de UNIR pour leur dire la gravité de la situation et puis le fait que la Banque mondiale conditionne désormais ses appuis au secteur de l'énergie par une réforme drastique de ce secteur-là, ce qui les oblige, eux, à tailler dans le tas et puis à prendre des mesures coercitives. Et ils ont dit aux députés que les jours à venir, il faut que tous les députés aillent sur les médias. Et ils leur ont donné des éléments de langage pour justifier pourquoi l'État est obligé de faire la hausse, de procéder à la hausse du coût de l'électricité. Donc, vous allez voir dans les jours qui viennent, les députés, les sénateurs, et peut-être même des élus locaux qui vont prendre d'assaut les médias pour justifier que l'État a déjà fait beaucoup de subventions, l'État a fait ci, l'État a fait ça. Tout ça, en réalité, pour noyer le problème. Alors, la responsabilité première incombe à Fonia Singwe. Et n'oubliez jamais, et je l'ai dit dans plusieurs de mes articles, dans mes émissions, dans l'autre journal quand j'étais au Togo, et dans mes lives, n'oubliez jamais que la vraie personne qui tient le ministère des Mines, des Télécommunications et de l'Énergie, c'est Fonia Singbe. C'est le premier poste qu'il a eu quand il est rentré au gouvernement en 2003 ou 2004. Je sais pas, c'est 2003. C'est lui le vrai patron de ces 3 secteurs-là, et c'est les secteurs porteurs sur le plan économique. L'énergie, les mines et les télécommunications. Et c'est les secteurs les plus mal gérés au Togo. Donc, lui-même, il a eu ce grand ministère taillé pour lui exclusivement. C'est comme le fils Ouad qui a eu un grand ministère de ce genre au Sénégal. On l'appelait le ministre du ciel et de la terre.
Et c'est la même chose que Faure a obtenu en 2003 quand il est rentré au gouvernement. On lui a mis 3 ministères ensemble, les mines, l'énergie et les télécommunications. Et depuis qu'il est devenu chef d'État, il n'a jamais lâché ces 3 ministères-là. Soit il les administre lui-même, ou bien il met des hommes de confiance à qui il donne directement les ordres. Donc vous allez voir que aujourd'hui, quand on prend les mines, c'est un secteur qui est géré dans une opacité totale. Nous avons parlé ici des clinkers, des phosphates, de toutes ces productions minières qui échappent à tout contrôle et dont on ne voit jamais les recettes. Quand vous prenez l'énergie, c'est pareil. Et il a toujours mis au ministère de l'énergie quelqu'un qui le contrôle. Et quand vous prenez les télécommunications, ça fait presque 12 ans que Sina Lawson est au ministère de l'économie numérique. Et donc, ils ont profité pour privatiser de la manière la plus opaque possible tout le secteur des télécoms qui sont l'un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui. Donc, la première responsabilité incombe à Faure Gnassingbé. C'est lui qui est derrière tous ces ministères-là et c'est lui qui manage tout ça. Ensuite, les ministres qu'il a placés, chacun en a profité pour s'enrichir. Quand vous voyez très bien ce que M. Amosokpeto dit, il doite les gens sans les citer. Vous avez les Tamipi, vous avez les Barké, vous avez tous ces gens-là qui se sont énormément enrichis dans les projets d'installation des centrales comme Contour Global. J'ai longuement parlé de Damipi. On serait en Chine qu'un monsieur comme Damipi serait condamné à la peine de mort pour détournement, crime économique extrêmement grave. Et Barké derrière, parce que ce sont eux qui sont les protecteurs de Damipi, c'est eux qui tirent les marrons du feu. Et ensuite, vous avez toute la bande de ceux qui sont passés à la CET là, qui sont les exécutants, qui en ont profité aussi pour s'enrichir énormément et qui ont géré la boîte comme une épicerie de quartier. On a recruté des frères de village, des cousins, des amis. On a créé plein de sociétés, écrans pour obtenir des marchés de câbles, de poteaux, de ci, de ça, de compteurs, de disjoncteurs. Les gens ont fait venir des disjoncteurs qui sont pas adaptés, qui ont sauté à tous les coups. Et donc, après, vous avez tout ce qui est de la fraude que M. Amosokpeto a doigté. J'en ai parlé longuement dans mes émissions, la fraude dans les domiciles, la fraude dans les industries, la fraude des Libanais, tout ça, et de tous ces étrangers, même des Togolais qui ont créé des industries. Et cette fraude-là, elle coûte à la société pratiquement 30%. Je ne sais pas ce que M. Amosokpeto a donné comme chiffre, mais c'est énorme, la fraude au compteur à la société. Et donc, aujourd'hui, 20 milliards. Voilà. Donc aujourd'hui, les Togolais vont devoir payer cette mauvaise gestion des dirigeants. On ne nous a pas présenté un audit, on ne nous a pas présenté des responsabilités. Qui a fait quoi? Pourquoi on en est arrivé là? Qui a mal géré quoi? On ne nous a rien dit. On vient nous dire que l'État a fait des efforts, que l'État a créé des sociétés, qu'est-ce qu'on nous a dit là, que l'État a créé des centrales comme Contour Global, alors que Contour Global, c'est une centrale qui a été créée dans l'opacité totale. On a mis une société américaine devant, les vrais actionnaires, on ne les connaît pas, on sait que c'est les Barké, on sait que c'est les Damipi, on sait que c'est Faure Gnassingbé lui-même dans le Contour Global, et on sait que Contour Global est un gouffre énorme pour l'économie togolaise, y compris d'abord la société. Ensuite, on est allé créer une centrale qu'on appelle centrale Kekeli, qui est devenue une centrale Viviti, qui n'a jamais fonctionné à plein temps. Le premier jour où on l'a inauguré, la centrale a pris feu, c'est à Béthiokbe au port là-bas. C'est une centrale qui est grabataire, qui n'est pas capable d'assurer la situation des populations. On a d'autres petites centrales de la sûreté qui sont à l'arrêt parce que les machines sont vétustes et pourtant on continue de pomper de l'argent tous les jours dans les caisses de la sûreté. Et donc la gestion de la CET aujourd'hui est à l'image de la gestion qui est faite du pays depuis 20 ans. Sinon depuis longtemps par le clan Gnassingbé. Donc, s'il faut constituer la responsabilité, c'est à tous les niveaux. Et les Togolais sont aujourd'hui contraints de payer la facture de cette gabégie qui a été organisée par la minorité. Voilà. Donc, demain, nous on donnera énormément de détails sur un certain nombre d'aspects qui contribuent à cette faillite là
et vous verrez que pendant des années, on est allé sur le marché financier, prêter de l'argent, et tout ça, ça contribue à la dette aujourd'hui qui est de 4 000 milliards. Quand Faure Gnassingbé fait un discours sur la dette et il essaye d'accuser, je sais pas comment dire, les partenaires, il ne situe pas l'opinion sur lui-même, sa propre responsabilité dans la gestion chaotique du Togo. Quand vous allez prendre, le problème n'est pas la dette, le problème c'est ce que vous faites de l'argent que vous empruntez sur le marché international. Il y a des pays qui sont endettés, mais on voit les fruits de leur endettement. Quand on prend la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nonobstant tout ce qu'on peut reprocher à Ouattara, on sait que le pays bouge en termes d'infrastructure. C'est visible, c'est factuel, c'est palpable, on peut toucher. Quand on prend le Ghana, c'est pareil. Quand on prend le Bénin, c'est pareil. Maintenant, quand on prend le Togo, à quoi a servi la dette pendant longtemps? Et donc, c'est trop facile de venir faire un discours pour dire, ouais, c'est les partenaires qui nous enchaînent dans un processus de la dette. Non, on ne prête qu'à des gens qui sont solvables. Si vous prenez de l'argent et que vous allez faire la fête avec l'argent, alors que d'autres prennent l'argent pour construire leur pays, ne venez pas accuser les gens. Donc, voilà tout un aspect, tous les aspects de la chose. Et pour revenir à la société, je pense que les jours sombres nous attendent encore. Et là, je vois très bien que tous ceux qui nous insultaient quand on critiquait la mauvaise gestion du régime et qu'on commençait pas à faire des lives pour dire ouais, écoutez, la société est mal gérée, maintenant on ne peut pas supporter. Mais c'est le fruit de la gestion des gens qu'ils supportent dans leur sortie. Et nous, on dénonçait ça depuis des années. Donc voilà la situation. Et voilà ce que je voulais dire pour ma première intervention pour cette sollicitation. Donc n'oubliez jamais que le problème de la société est lié à la commande du pétrole, à l'importation du pétrole. Donc on retrouve dans cette astuce-là les Adjakli et tout l'argent qui se sont faits. Et c'est ce que le monsieur dit. Comment vous pouvez imaginer que le Togo est l'une des plateformes de stockage d'hydrocarbures dans la sous-région? C'est-à-dire, ce que vous avez comme à la raffinerie là, à Bakida là-bas, c'est l'une des plus grandes plateformes. C'est peut-être maintenant que la Côte d'Ivoire est en train de dépasser le Togo. Mais sur cette question-là, le Togo a pris de l'avance parce que il y avait un projet de créer une raffinerie à partir du pétrole du Nigeria, dont le Togo a conçu l'une des plus grandes plateformes de stockage. Comment se fait-il que quand le pétrole est à son coût le plus bas sur le marché international, on n'en stocke pas suffisamment pour alimenter les turbines, et c'est quand le pétrole remonte qu'on est obligé d'aller acheter sur le marché alors qu'on a des structures de stockage. Tout ça, c'est organisé pour détourner l'argent. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Attends, grand frère. Au lieu justement, j'avais pointé ça tout à l'heure, qu'il n'y avait pas d'anticipation sur les risques de change, etc., etc. Tout ça là, c'est organisé. Ils le font exprès de ne pas acheter le pétrole quand le cours est au plus bas et d'attendre que quand ça augmente pour pouvoir acheter. Oui, mon frère Ditri, quand vous prenez le rapport, il faut que je vous retrouve ce rapport-là. Quand vous trouvez le rapport de l'inspection générale d'État à la suite de nos révélations sur le pétrole Gates, l'inspection générale d'État a confirmé que les Adjakli faisaient la fraude sur le coût du dollar. Ce que M. Amouzoukouetou est en train de dénoncer, ce que nous avons dénoncé. C'est-à-dire, dans l'importation du pétrole, ils faisaient la fraude sur le coût du dollar. Parce que le dollar douanier n'est pas le dollar ordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand on parle du dollar, les gens pensent que le taux de change est le même. Non. Le dollar au cordon douanier est différent du coût du dollar. Donc, l'inspection d'État a démontré comment est-ce que il faisait la fraude sur le coût du dollar dans les commandes de pétrole et comment il se mettait beaucoup d'argent de côté. Vous imaginez si la personne gagne, je ne sais pas, un pourcentage sur le coût du dollar fois les millions des millions de litres de carburant qu'il commande en même temps. Vous imaginez combien il se met de côté? On appelle ici les commissions de change. Oui. À chaque facture, on paie plus de 30 millions de francs CFA de commissions de change. C'est ça. Donc ça, c'est aussi c'est de leur fait, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils font sciemment, quoi. Oui. Donc, c'est grave. Voilà. C'est-à-dire que quand
quand vous mettez des éléments factuels à la disposition des Togolais, ils ne prennent pas le temps de lire et de comprendre ce que vous dites. On a vite fait de condamner celui qui révèle le scandale. C'est comme là, je suis en train de lire, les gens disent, ouais, pourquoi M. Amuzukweto, c'est maintenant qu'il parle? Qui vous a dit que quand il était aux affaires, il ne parlait pas? Qui vous a dit qu'il n'a pas agi? Donc, le plus important, c'est ce qu'il dit aujourd'hui pour nourrir le débat. C'est ça le plus important. Donc, arrêtons de dire à chaque fois pourquoi c'est maintenant que quelqu'un parle. Il faut quand même que quelqu'un parle. Il faut que des gens parlent. Parce qu'il y a des informations dans ce pays qui sont cachées, qu'on doit sortir. S'il y a quelques individus ou quelques personnalités qui ont le courage de briser le silence, il faut les encourager. C'est ça. Donc, moi, Bonjour, Faux Ferdinand. Ouais. Bonjour. Je te coupe pas, hein, mais on a tous lu le premier article qu'il a écrit là. Il a dit les actions qu'il a initiées pendant son mandat. Ouais. Il a dit ce qu'il a essayé de faire. Parce que et il a été même contraint de partir, je pense. Parce que c'est des gens qui sont venus du secteur privé. Vous savez, c'est des gens, il est banquier, il est venu avec le PCA. Mais les deux ont été dégagés. Aujourd'hui, le PCA ne parle pas, mais lui, il parle. C'est les deux qui ont été chassés. Ils n'ont même pas été, ils ont été chassés. Parce qu'ils voulaient faire des réformes à l'intérieur de la CET qui ne plaisaient pas à ceux qui faisaient de la CET leur vache à lait. C'est comme ça qu'on les a dégagés, en réalité. C'est un matin qu'on a signé un arrêté pour les dégager, les deux. Le PCA et lui. On a gardé le DG. Donc c'est pour ça que c'est important que ces gens-là brisent le silence pour que nous comprenions comment est-ce que des secteurs comme ça ont été gérés et que nous soyons aujourd'hui obligés de payer la facture salée. Parce que les Togolais n'ont aucune idée aujourd'hui de l'impact que cette augmentation va avoir sur la population. Vous imaginez tous les quartiers où les gens n'ont pas de compteur, les gens ont des araignées, ce qu'on appelle à Lomé les araignées, les branchements sauvages. C'est-à-dire, moi je fais venir un compteur principal, les gens viennent se brancher chez moi, si la CET me facture 150 francs, moi je facture à ceux qui viennent se brancher chez moi à 200 francs. Maintenant que la CET a augmenté à 13%, je vais augmenter aussi pour les voisins. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact social qu'il va avoir dans les quartiers périphériques de Lomé, où les gens sont branchés aux araignées. Les branchements, c'est pas c'est frauduleux, mais c'est aléatoire. C'est-à-dire, un individu qui a les moyens fait venir le compteur dans la localité, et lui, maintenant, les gens viennent brancher l'électricité sur son compteur et lui les facture. Mais lui ne les facture pas au coût de la CET. Lui, il augmente un peu si la CET lui fait le kilowattheure à 150 francs, lui, il fait à ses voisins à 200 francs. Maintenant que la CET l'augmente à 13%, lui, il va répercuter ça. Donc, c'est une situation d'une extrême gravité. C'est l'anarchie complète, quoi. Et donc, nous devons encourager ceux qui ont le courage aujourd'hui de briser le silence et de nous sortir les informations que nous, les journalistes, on sortait depuis et que personne ne croyait, ou les gens nous critiquaient. Là, il nous a fait un audit. Il a juste pas ajouté les recommandations, les tableaux et les graphiques et tout pour qu'on puisse comprendre rapidement. Mais il nous a fait, là, c'est ce qu'on appelle normalement dans le langage technique la lettre de la lettre de contrôle interne, quoi. C'est-à-dire que c'est l'appréciation de l'auditeur après. Sur tout le travail qu'il a fait, là, il nous a balancé la lettre de contrôle interne, en fait, quelque part, sur la CET, durant sa gestion, en fait. Ouais, mais dites-moi, ce qui est encore plus grave, on sait que la CET est grabataire. On sait que le ministère de l'énergie et des mines est un ministère à problème, où on ne fait jamais de comptabilité, il n'y a pas de reddition des comptes. Alors, si la CET est grabataire, pourquoi nous avons deux ministres de l'énergie et des mines? Vous savez que nous avons deux ministres. C'est-à-dire, c'est les aspects que vous ne voyez pas. On a deux ministres des mines et de l'énergie. On a un ministre et un ministre délégué. Est-ce qu'un secteur qui est en faillite doit avoir deux ministres? C'est-à-dire qu'il parle de ministre au Togo, parle d'avantages indus, parle de traitement, parle de salaire, parle de véhicules de fonction, parle de carburant. Pourquoi, pour un secteur qui est en faillite, on doit avoir deux ministres? Il y a le ministre plein qui est monsieur Eclos, je pense qu'il s'appelle Robert Eclos, et le ministre délégué, qui lui est un ancien directeur de la CET qui s'appelle M. Kakati. C'est incroyable. Si ceux qui tiennent le Togo veulent faire une gestion optimale des ressources, ils veulent faire une gestion parcimonieuse du peu de ressources qu'on a,
pourquoi on va nommer 2 ministres dans un secteur qui est en faillite? Parce qu'on doit contenter tous les barons du RPT uni, tous ceux qui se sont mis dans la campagne, eux-mêmes ils appellent ça l'équilibre régional, je ne sais même pas quoi, des conneries comme ça. Donc, les Togolais sont obligés d'entretenir 2 ministres pour un secteur qui est en faillite. Après, M. Faure Gnassingbé va nous parler de la dette. Alors que l'argent qu'on injecte à la CET, c'est l'argent qu'on prend auprès de la BOAD, de la Banque mondiale, de la BAD et tout ça. Et qui parle de ministres, parle de voitures de fonction. Parle des avantages de la CET, parle des avantages de bons de carburant, parle de l'entretien à la maison, parle de la prise en charge de leur consommation d'électricité. Exactement, puisqu'il ne paye pas d'électricité, il nous l'a dit dans son poste qu'il ne paye pas à vie. C'est que du moment où tu passes en tout cas en tant que ministre ou directeur. Demain, nous allons faire la liste dans notre live de tous ceux qui ne payent pas l'électricité au Togo. Vous allez voir que c'est ahurissant. C'est incroyable, c'est ahurissant. Tous ceux qui ne payent pas l'électricité au Togo, demain on va vous faire la liste. Alors que grand frère Ferdinand, attends, alors que ce sont des gens qui ont paradoxalement le plus de pouvoir d'achat dans le pays. Hein. Mais exactement, c'est ça le contraste. C'est ça même le côté criminel de la chose. C'est ceux qui ont l'argent dans le pays qui ne payent pas l'électricité. Mais c'est ça. Donc, allô, Ditri. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans une première. Donc je vais vous laisser continuer. Attends. Je pense qu'il y a Jean Junior qui a peut-être une question pour toi. Non. Pas une question, saluer particulièrement le grand frère Ferdinand pour sa présence. Oui, salut Junior. Oui. Et moi, je voudrais rajouter, encore appuyer sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Quand on sort les scandales en premier, on nous tire dessus. Et puis après, quand les concernés eux-mêmes sortent, ils tirent sur les concernés. Mais le problème, c'est que, ce que je voudrais dire, en Italie, par exemple, il y a une loi qu'on applique à la mafia. Tous ceux qui sont prêts, même qui ont les messes sales, qui ont tué des gens, dès que vous êtes prêts à vendre la mèche, on vous récompense pour le travail que vous avez fait, malgré le fait que vous-même vous étiez un ancien mafia. Donc chez nous, quand c'est les gens de l'autre côté qui parlent et c'est un journaliste qui le reprend, on tire sur la personne. Et c'est ce que je comprends pas. Donc les Togolais doivent savoir aussi qu'il y a une loi, et c'est pas seulement en Italie, partout. Une personne qui fait ses mea culpa ou qui connaît un scandale et qui le révèle parce qu'il fait partie de la maison, cette personne, en premier, on le remercie d'abord, on l'encourage à dire plus, c'est après seulement qu'on arrive à dire, bon, il y a ci, il y a ça en fait. Donc on doit comprendre ça aussi au Togo, c'est sur ça que je voudrais appuyer grand frère Ferdinand. Merci beaucoup Junior, merci.